Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Serge Tremblay. Je suis votre hôte pour cette matinée à Montréal ou cet après-midi à Paris ou en Europe. Bienvenue au marathon virtuel Microsoft 365. Notre prochaine conférence va être animée par Laurent Gébaud et Jean-Yves Trarbach qui vont nous parler de la gestion des PC Windows 10 avec Microsoft 365. Alors, Laurent et Jean-Yves, la place est à vous. Amusez-vous bien pour les prochaines 50 minutes. Merci Serge, bonjour. J'espère que tout va bien pour le son, y compris pour Jean-Yves. Tu veux passer à la slide suivante si tu veux. Eh ben, c'était parti. Ah, si ça veut bien. Et on t'a bien entendu, donc tout va bien. Voilà, donc je pense que moins bien que Serge pour présenter cet événement qui est organisé par la communauté SharePoint. Merci à eux de nous recevoir, nous qui parlons de Windows, qui est aussi la plateforme qui fait aussi partie de la plateforme moderne chez Microsoft. Un grand merci aussi aux sponsors qui nous permettent d'être là et d'organiser tout ça. Et puis, on est dans la track, c'est un pas beau mot, j'aurais dû dire, dans les sessions françaises. Merci à Serge de prendre soin de notre session. Donc, il y a un tirage au sort, donc il y a 3 Oculus Quest offerts, donc il faut visiter les stands, il faut regarder les sessions et répondre aux questionnaires, donc n'hésitez pas, les retours c'est toujours intéressant. Et puis, malheureusement, avec les événements actuels et le Covid, forcément, ça peut être l'opportunité de faire un don, donc n'hésitez pas à suivre ces liens. Voilà, donc on va vous parler de la gestion des PC Windows 10 avec Microsoft 365. Alors, ça tombe bien, il y a eu une session tout à l'heure sur le déploiement avec Autopilot, on va dire que c'est quelque part un bon complément. C'est une session qui parle de beaucoup de produits, des produits relativement techniques, mais l'objectif c'est d'être très généraliste, de faire un tour d'horizon. On va citer beaucoup de noms de produits, beaucoup de techno. Les slides seront souvent faute de temps, parce qu'en 50 minutes, on ne peut pas détailler toutes les technologies. Les slides seront parfois plus détaillés que ce qu'on va dire, malheureusement ou heureusement. Donc c'est pour ça que n'hésitez surtout pas à les récupérer. En plus, on a mis de côté justement tout ce qu'on ne pourra pas vous détailler à la fin, donc on va dire en annexe en fin de présentation. Il y aura beaucoup plus de screenshots, de capture d'écran, des paramètres justement et de tout ce qu'on peut faire sur des Windows 10. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis, on va vraiment survoler. Malheureusement, ça ne laisse pas le temps de faire des démos, uniquement des captures d'écran. Et le but, c'est de vous montrer vraiment de faire le tour de tout ce qu'on peut trouver pour gérer Windows 10 de manière générale avec les produits Microsoft finalement. Donc on va commencer par le premier sujet qui est la gestion des mises à jour en réalité. Non, pardon, j'ai oublié d'abord. Je passe vite. Comme tu veux. On passe vite, on nous connaît. On passe vite, voilà, je suis Laurent Gébaud, je suis MVP depuis, je sais plus, 2004, voilà, pardon. Globalement, toujours autour de Windows, et puis vous avez mes coordonnées dans la slide, mais notamment, j'ai un site web qui s'appelle toutwindows.com et un autre site qui s'appelle le Cloud pour tous, donc n'hésitez pas. On a nos références. Je te laisse, Jean-Yves, si tu veux dire une petite phrase quand même. Oui, il n'y a pas grand-chose. Je suis MVP depuis maintenant 5 ans, pratiquement 5 ans, dans les mêmes technologies que Laurent. Et donc vous aurez toutes nos coordonnées de la même manière dans le début des slides. Et puis nos sites, nos blogs, aussi bien Laurent qu'à moi. Voilà, donc au passage, on est les 2 MVP Windows sur cette spécialité de France. Voilà, donc bienvenue. Donc, pour commencer de parler de la gestion de Windows, le confinement a malheureusement un peu été un accélérateur pour tout le monde dans l'IT et dans la gestion des postes de travail aussi. Avant le confinement, beaucoup d'entreprises raisonnaient purement réseau local, gestion des postes de travail avec des serveurs et réfléchissaient pas forcément tous ou toutes à la gestion des postes dans la nature, on va dire. Il était classique de ne pouvoir mettre à jour, de ne pouvoir vérifier la santé des PC que lorsqu'ils se connectaient au réseau, soit physiquement ou soit via du VPN éventuellement. Mais le confinement a fait un petit peu comprendre à tout le monde que le management des postes, en fait, il faut le faire en tout lieu et en tout temps. C'est important de garder le contrôle, en gros, des postes de travail. Le Covid, on va dire, la crise qu'on vient de vivre a aussi révélé à quel point les hackers et autres personnes intéressées par vos données sont opportunistes
et ont beaucoup profité de l'opportunité de toutes les personnes qui travaillaient de chez elles. Donc, les utilisateurs, ils veulent pouvoir travailler, accéder à leurs ressources, ils veulent pouvoir communiquer, installer rapidement tout ce qu'ils veulent dans Windows, mais ils veulent aussi être en sécurité, ils veulent être le plus autonome possible. Et puis, les administrateurs, pour que tout ça se passe bien, ils ont besoin de mettre à jour, de configurer, de prendre la main, d'installer, de déployer les postes à distance. Donc, c'était globalement l'autotune, mais ça, c'est pour le déploiement, mais de maintenir aussi et de rajouter ou de maintenir des applications et de sécuriser. Donc, c'est un paradoxe, c'est rien de nouveau, hein, mais voilà, il y a tous les outils aujourd'hui pour permettre de le faire dans Microsoft 365 et dans tout ce qui tourne autour. Donc, Azure AD, on va vous parler d'Azure AD forcément, d'Intune, Windows 10, c'est le client moderne du cloud. Et Autopilot, finalement, qu'on va citer, est bien moins développé que la présentation d'avant, mais qui forcément fait partie de l'étendue. Voilà, donc on va commencer par les mises à jour. Voilà, Windows et Office d'ailleurs, et toutes les applis Microsoft se mettent à jour, ont besoin d'être mises à jour, ça c'est l'aspect sécurité. C'est aussi l'aspect de rajouter des fonctionnalités, de déployer des nouvelles fonctionnalités dans Windows. Donc, il y a pléthore de mises à jour quand on regarde un poste de travail. Il y a les mises à jour de Windows 10 quotidiennes, l'antivirus en d'autres termes, qui est le plus courant, le plus rapide et qui doit être le plus fluide possible. Il y a les mises à jour mensuelles, alors les quality updates avec notamment le patch Tuesday et ses dérivés. Il y a les cumulatives, les mises à jour cumulatives de .NET. En réalité, il y en a quelques-unes supplémentaires aussi. Après, il y a les mises à jour qui arrivent de manière aléatoire, les maintenances de piles, les drivers, les BIOS, les mises à jour critiques, les mises à jour des applications modernes aussi dans Windows, forcément. Et puis, pour terminer, dans la liste des mises à jour de Windows 10, il y a les feature updates qui arrivent logiquement 2 fois par an. On pourrait éventuellement dire 1 fois et demie par an quand il s'agit de toutes petites, mais dont il faut gérer le cycle. Donc c'est une mise à jour permanente, c'est une course permanente, on met à jour, on remet à jour, on observe les mises à jour. Donc ça peut être compliqué si on veut se lancer dans de la gestion à l'ancienne, à la main. Et puis par contre, vous allez voir qu'il y a plein d'outils pour gérer tout ça. Alors il y a un dernier point sur les mises à jour, c'est Office aussi forcément, qui a des cycles un petit peu différents, mais qui se met à jour globalement de manière un petit peu similaire. Donc c'est pour ça que après tous les outils de gestion manuels, on va dire, ou sur site, ou local, je pense à WSUS notamment, ou System Center, les deux étant liés, mise à jour nous met à disposition Windows Update for Business. Donc, qu'est-ce que ça va apporter Windows Update for Business? Déjà, c'est un contrôle qui vient du cloud, hein, clairement. Donc, ça va permettre d'optimiser la taille des mises à jour. Ça va permettre, vous allez voir, il y a des mécanismes d'intelligence pour éviter les problèmes de mise à jour, ce que ne permettent pas les solutions on-premise de gestion de mise à jour. On va pouvoir malgré tout quand même garder un contrôle sur les délais et les rapidités d'installation des mises à jour. On va pouvoir gérer les builds, c'est relativement nouveau. Et puis, bien sûr, après avoir contrôlé, on va vouloir du reporting. Donc, avec Intune, Desktop Analytics, Defender ATP, on va pouvoir avoir du reporting pour voir l'état de santé, on va dire, d'un point de vue mise à jour du parc. Dans Windows Update for Business, il y a forcément de l'optimisation de la taille des mises à jour. Vous verrez que entre la sortie de Windows 10 et aujourd'hui, il y a eu un grand pas et un grand chemin de parcouru. Et puis tout ça, comme je viens de vous le dire, c'est Intune, on va dire, qui est le pivot pour contrôler le paramétrage. Donc, les grandes avancées entre les premières versions de Windows 10 et aujourd'hui, c'est, vous voyez, ce schéma, il montre en gros l'évolution des tailles des mises à jour. Les premières versions de Windows 10, les mises à jour, elles étaient énormes, elles faisaient plus de 4 gigas. Et les mises à jour qui étaient déployées mensuelles aussi. Aujourd'hui, il y a des notions de mise à jour cumulative pour aller plus vite la première fois, des notions de mise à jour différentielles pour éviter de télécharger forcément la même grosse mise à jour cumulative tous les mois. Et puis beaucoup d'optimisation pour diminuer la taille des téléchargements de mise à jour. Donc, l'intelligence artificielle, ça c'est quelque chose de nouveau qui commence progressivement à arriver, qui avant n'existait pas en réalité. Le problème classique, c'est une mise à jour arrive sur un poste client, tout va bien. Alors
À l'ancienne, on l'a approuvé éventuellement. Et puis un problème sur un poste client, 2 postes clients, 3 postes clients. Et c'est là où la télémétrie ou l'intelligence va permettre un peu de faire face à ce genre d'incident avec Windows Update for Business, on va dire. C'est que la panne va être analysée et du coup les mises à jour vont être suspendues. Voilà, donc plus de mises à jour à risque, on va dire, qui arrivent sur les postes clients, le temps qu'un éventuellement fixe soit disponible, une mise à jour de la mise à jour. Hein. Et puis dans ce cas-là, les mises à jour vont pouvoir être distribuées. Donc ça permet à Microsoft d'optimiser et à votre place, et en plus comme c'est dans le cloud et c'est de manière, on va dire, centralisée d'un point de vue Microsoft, Microsoft peut faire beaucoup de télémétrie et peut essayer au maximum d'engendrer ce genre de scénario pour que vous maîtrisiez les problèmes de mise à jour. Voilà. Donc ça, c'est unique. Il n'y avait pas d'équivalent à l'ancienne avec un serveur WSUS. Et ben, il y avait des crashs sur les PC, on se mettait à arrêter la mise à jour et puis on attendait qu'il y ait une update de l'update pour rediffuser, mais c'était du manuel, c'était pas très simple. Et il fallait beaucoup de temps pour surveiller le parc et intervenir. Autre amélioration, autre contrôle qu'on retrouve de plus en plus fin, on va dire, à mesure que les versions de Windows avancent et que Intune se spécialise, on va dire, ou s'améliore, c'est qu'on va pouvoir de plus en plus, je ne vais pas tous vous les énumérer, il y en a plus que ça en réalité, mais on va pouvoir gérer plus finement, mettre des pauses ou des décalages de distribution de mise à jour. On va pouvoir aussi choisir la fréquence, les canaux de mise à jour. Je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent, mais il y a en gros des canaux de distribution de mise à jour, soit rapides, soit on appelait ça avant des bêta-testeurs, on va dire, qui permettent de tester, c'est les insiders. Donc on va pouvoir choisir sur le parc les canaux. Et très dernièrement, c'est en prévisualisation pour le moment, avec Intune, on va pouvoir gérer build par build le déploiement donc des versions sur un parc. Office 365 est un petit peu moins fin aujourd'hui, mais permet malgré tout de choisir et de définir le canal de mise à jour. Donc on va pouvoir avec tout ça, si on veut être un peu plus prudent, si on estime qu'il y a une population ou une catégorie de périphériques un peu plus sensible, éventuellement décaler et gérer un petit peu dans le temps les distributions de mise à jour. Jean-Yves, excuse-moi, je veux bien que tu passes à la suivante. Voilà, donc pardon. Donc ça fait 2 fois. La bande passante. Et oui, ces mises à jour, il faut imaginer quand vous êtes à la maison, vous êtes sur une fibre, tout va bien. Quand il s'agit de gérer un parc, c'est important d'économiser et d'optimiser la bande passante. Et vous verrez que là aussi, il y a eu un gros parcours de fait dans Windows 10 entre les premières versions et les versions actuelles. Donc le terme, c'est Delivery Optimisation. Bon, voilà, DO. En fait, c'est la solution qui est intégrée dans tous les Windows pour optimiser la bande passante. Donc, c'est des mécanismes de peer-to-peer, c'est des mécanismes de partage de cache et de bande passante. On va dire le concept, en résumé, c'est que le premier PC, il va aller télécharger sur Internet la mise à jour, il va la garder en cache, et les PC qui seront sur le même groupe ou LAN, voire éventuellement au niveau WAN, tout ça est justement personnalisable, ces PC vont pouvoir personnaliser le téléchargement, donc ça va éviter des multiples téléchargements pour tous les composants des mises à jour, hein, donc les applications modernes, les Windows Update, Office 365 aussi. Donc on organise le téléchargement des mises à jour sur Windows Update, on les optimise et on crée des groupes de téléchargement. Donc, comme je vous ai dit, Delivery Optimization va fonctionner avec toutes les mises à jour qu'on a vues précédemment, de Quality Update, de Feature Update, les applications du store, avec Office 365, et puis aussi avec les applications distribuées via Microsoft Intune. On va aussi pouvoir, par exemple, limiter la bande passante utilisée. On va pouvoir définir des horaires. On va pouvoir justement, si on veut être plus fin ou plus généraliste, définir, ne pas utiliser le fonctionnement par défaut, on va dire, qui est au niveau d'un LAN, mais créer des groupes de partage de cache et de mise à jour. Et puis, on peut aller jusqu'à l'utilisation d'un serveur de cache on-premise ou cloud. Donc les modes de téléchargement, c'est de plus en plus avancé, c'est de plus en plus customisable, on va dire, mais voilà, pour résumer, on va choisir si on autorise le partage, y compris vers Internet, on va pouvoir choisir
quel pair, quel poste proche ou voisin pourront utiliser ou partager le cache entre eux. On va pouvoir, comme je vous ai dit, définir des heures, définir des pourcentages d'utilisation de la bande passante et retarder le téléchargement, c'est-à-dire, on va dire, essayer de donner une deuxième chance. Avant d'aller chercher la mise à jour sur Internet, le PC, on va lui demander d'attendre et d'attendre quelques instants ou quelques minutes ou quelques heures pour trouver un pair qui posséderait la mise à jour, qui peut avoir des influences par ailleurs. Donc on va ensuite gérer le cache, forcément, en taille, en pourcentage du disque dur, en lecteur utilisé, en durée de vie du cache. Plus le cache va durer longtemps, plus il va consommer, mais plus entre voisins de réseau, on va dire, on pourra partager les mises à jour. Et puis on va pouvoir aussi optimiser, déterminer quel périphérique, en fonction de la RAM, du disque, du mode batterie, de comment le périphérique est connecté, quels périphériques seront les plus à même de faire du caching pour distribuer les mises à jour. Alors, juste avant de passer à la slide suivante, hein, par expérience, on arrive chez nos clients à des économies entre 60 et 70% de la bande passante quand on a fini de régler tous les paramétrages pour des postes qui sont sur le même LAN. On est bien d'accord, quand les postes commencent à beaucoup bouger, on n'a pas forcément la même économie, mais là, ils vont télécharger depuis chez eux et ça n'influencera pas du tout le réseau de l'entreprise. Oui, et sur des clients plus mobiles, moi j'ai des visions à plutôt 30-40%, avec des personnes qui sont ponctuellement sur un siège par exemple. On descend forcément beaucoup plus le taux de partage des mises à jour. Imaginez 60% de gains sur un parc de 100 ou 1000 PC, c'est des gains de bande passante qui sont quand même assez énormes. Donc voilà un petit peu un aperçu de la gestion des mises à jour. Alors je vous dis, il y a de plus en plus de paramètres, ça va très loin, il y a des effets de bord. Donc il ne faut pas oublier que par exemple que quand un PC va être déployé, quand on déploie des applications sur les PC, si on a commencé à mettre de l'optimisation pour aller chercher au maximum des peers locaux par rapport à du réseau, ça va retarder certains déploiements. Donc voilà, c'est du tuning très fin pour des gros parcs, ça vaut le coup d'y passer beaucoup de temps du coup, parce que ça va permettre d'économiser énormément la bande passante sans déranger ou perturber les utilisateurs. Je ne sais pas toi Jean-Yves, mais moi j'ai jamais vu personne se plaindre. Enfin, en fait, personne n'en est conscient de faire du caching et de distribuer d'autres PC. C'est plutôt bien géré de manière par défaut déjà, on va dire. Et puis, comme on peut le voir sur la photo, on peut gérer aussi bien en premier plan qu'en arrière-plan, c'est-à-dire l'arrière-plan, c'est quand personne ne touche et les mises à jour se font toutes seules. Et dès qu'on est sur du premier plan, ça veut tout simplement dire que l'utilisateur a fait rechercher et on va être capable de gérer différemment pour pas que la personne attende trop longtemps en fonction des heures, etc. C'est plutôt bien fait au niveau des configurations. Je profite de cette première slide où on voit une copie d'écran. Depuis le début, on vous parle d'Intune pour cette gestion. Et comme vous pouvez voir, on est dans la nouvelle console qui est le centre d'administration Microsoft Endpoint Manager, qui contient entre autres Intune et toutes les briques aujourd'hui qui vont autour pour gérer le poste de travail. Oui, c'est une évolution, effectivement. On est au gué entre Intune tout seul, Microsoft Endpoint Manager. L'idée, c'est à terme, très probablement, que Microsoft Endpoint Manager reprenne tout le paramétrage et toute la gestion des postes. Donc vous verrez, il y a des écrans un petit peu à cheval entre les deux pour le moment. Voilà, donc on vient de parler de l'optimisation, du tuning, finalement, de l'optimisation, pardon. Forcément, il y a du reporting, ça aussi, c'est en train de bouger, mais l'idée, c'est, vous connaissez très probablement l'écran qui est dans Windows pour permettre de voir justement avec quel pourcentage on a partagé avec nos peers les mises à jour, forcément à l'échelle du cloud, à l'échelle d'un tenant, et les tableaux de bord pour permettre de voir comment les contenus ont été distribués aussi. Voilà. Et c'est vraiment en plus, cette copie, elle est bien faite parce qu'elle répond à ce que tu disais, Laurent. On est bien sur une population qui est 100% mobile et on voit qu'on a une économie qui est largement inférieure à si on était sur une population plus en on-prem, plus dans l'entreprise. Ouais, 17% là en l'occurrence, voilà, sur du mobile. On peut imaginer que si ce ne sont que des purs extérieurs, l'optimisation, c'est le voisin de la maison en réalité. Dans ce cas-là.
Cela dit, ça marche aussi, hein. Les particuliers, sans qu'ils s'en rendent compte, qu'on ont 3 ou 4 PC à la maison derrière une ADSL, on a vu une réelle évolution dans l'optimisation entre la première build de Windows 10 et puis ce qu'on voit aujourd'hui. La consommation de bande passante, tout le monde en a bénéficié en réalité. Donc, on a géré les mises à jour, on a optimisé les mises à jour et la distribution éventuellement de logiciels. Il faut aussi sécuriser les postes, forcément. Je crois que c'est à toi, hein, Jean-Pierre, c'est ça, hein? Oui, voilà, pardon, excuse-moi, je continue. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, on va parler de la sécurisation. Alors, on a fait exprès avec Laurent de bien choisir de vous parler de la sécurisation, mais pas comme elle se faisait avant, mais avec le nouvel environnement que vous avez trouvé justement dans le centre de configuration, qui est la sécurisation des points de terminaison, hein. C'est donc une preview, mais qui permet en fait de séparer toute la sécurisation des postes Windows 10, enfin des postes en général, du reste de la configuration, comme les VPN, etc., etc. Donc, c'est très pratique en termes de délégation vers des gens qui sont plus sécurité, et ce qui nous permet d'avoir du reporting plus précis. Dans la sécurisation des points de terminaison, on va trouver, et on va les voir les uns derrière les autres, les références de sécurité, hein, les baselines, hein, tout le monde a plus l'habitude de l'entendre, l'antivirus, le chiffrement, le pare-feu, les détections de points de terminaison, je sais que ça fait bizarre, mais c'est ATP. La réduction de la surface d'attaque, la protection des comptes, et bien sûr, si on fait de la sécurité, on va y trouver forcément de la conformité. Et donc voilà, dans le centre Microsoft Endpoint Manager, un peu comment ça se présente. Oui, avec Jean-Yves, on s'est dit qu'on allait essayer de franciser au maximum. On est dans un track français, mais ça donne des noms quasi inconnus pour nous, très honnêtement. Mais voilà, on a essayé de mettre au maximum tout en français. Voilà, sachez-le. Si je passe sur les baselines de sécurité, les bases de référence, Microsoft nous propose donc 3 baselines différentes, hein. La sécurité Windows 10, les baselines du Microsoft Defender ATP et les bases de référence pour Microsoft Edge. Alors, vous avez sûrement tous déjà entendu parler de ces baselines. Et bien, grâce à Intune, on va être capable de les appliquer de manière globale sur les postes. Je choisis une baseline et je vais l'appliquer de manière globale. Alors, je vais pouvoir retirer plus ou moins aussi des solutions à l'intérieur et le customiser. Dans l'absolu, ça paraît génial, mais attention, parce qu'à l'intérieur, vous allez retrouver tout le reste, c'est-à-dire aussi bien du chiffrement, de l'antivirus, enfin, vous allez tout y retrouver et vous allez avoir beaucoup plus de mal à gérer point par point. Donc franchement, c'est un choix. Par expérience, autant la nouvelle base de référence Microsoft Edge qui nous permet de manager Edge de façon assez fine et très bien, les 2 autres sont beaucoup plus compliqués à mettre en place. Par contre, si vous n'appliquez pas la base de référence Microsoft Defender ATP, vous n'avez pas cette remontée du côté ATP de baseline. Donc là, rapidement, une baseline comme elle est positionnée, vous voyez qu'on va tout retrouver, hein, BitLocker, ExploitGuard, etc., etc. C'est très très long à mettre en place. Ah oui, et puis j'oubliais de vous préciser, pensez que les bases de référence, les baselines, elles sont valables pour une version de Windows 10. Donc en fait, vous allez devoir en gérer en fonction de vos versions. Alors là, on a eu la 19.03, on n'en a pas eu pour la 19.09 puisque c'est la même. Mais bien sûr, là où une nouvelle va arriver, elle est d'ailleurs en bêta depuis ce matin pour la 20.04. Si nous parlons antivirus maintenant, on va retrouver de la même manière avec 2 parties à l'intérieur de cette console qui gère l'antivirus. Une première qui permet de gérer l'expérience de sécurité et une deuxième qui permet de gérer vraiment l'antivirus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'expérience de sécurité? C'est tout simplement est-ce qu'on affiche ou est-ce qu'on n'affiche pas les paramètres à l'utilisateur. Ça peut être très bien de ne pas le montrer, ça évite aux gens de bidouiller. Et il y a des gens qui ont peut-être aussi besoin de voir ce genre de choses. Et après, derrière, vous allez pouvoir vérifier tout, l'analyse, etc. Configurer Windows Defender antivirus de manière extrêmement précise. Donc, à chaque coup, vous allez pouvoir, à l'intérieur de ces consoles aussi, avoir du reporting et autres. On vous les a mis dans les annexes, vous pourrez les voir un peu plus tard.
Une autre partie nous permet de gérer complètement le chiffrement. Donc le chiffrement avec BitLocker, hein, bien sûr, hein, nous n'avons pas accès à autre chose. Avec bien sûr toute la séparation, paramètres de base, bien sûr, du chiffrement. Est-ce qu'on chiffre le lecteur fixe, le lecteur système, les lecteurs amovibles, avec toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer à l'intérieur, avec les problématiques de déchiffrement aussi. Vous pouvez avoir des postes qui vont aller, un exemple tout bête en Chine, et typiquement le chiffrement en Chine est interdit. Donc il faut avoir préparé les politiques de déchiffrement si vous avez des utilisateurs qui peuvent partir à l'étranger. De la même manière, l'avantage aussi de travailler avec Intune et tout, Azure AD, etc., c'est que vous allez pouvoir gérer complètement de manière transparente toute la partie des clés de récupération, avec surtout des clés de récupération tournantes, hein, ce qu'on n'a pas du tout dans l'Active Directory. Ces clés de récupération, on va pouvoir les voir de manière simple dans Intune, dans Azure AD, et surtout, ce qui est pratique, c'est que l'utilisateur va être capable de récupérer lui-même ses clés de récupération s'il a un souci. Vous voyez, je vous ai mis carrément l'adresse, hein, qui permet à l'utilisateur, depuis un autre poste, d'aller dessus, de s'authentifier avec ses credentials Azure AD et d'obtenir pour son poste sa clé de récupération. Voilà un peu comment se présente tout le système, avec les possibilités, vous voyez, d'autoriser les utilisateurs standards à activer le chiffrement pendant autopilote, ça peut servir. Quelque chose qui a été extrêmement compliqué d'ailleurs pendant jusqu'à la 17.09, si je me souviens bien, où dans autopilote, si l'utilisateur n'était pas administrateur, on ne pouvait pas chiffrer les postes. Toujours dans la même console, vous allez pouvoir gérer la totalité du pare-feu Windows. Donc, encore une fois, avec des paramètres généraux, des paramètres en fonction du domaine, si vous êtes en réseau de domaine, réseau privé, réseau public. Exactement comme si vous étiez en GPO, et appliquer tout ça directement au poste. Vraiment. Ouais. Rien de compliqué. Le paramètre que je vous disais qui est un petit peu bizarre, hein, c'est la détection des points de terminaison à une réponse. En fait, c'est bizarre parce que c'est en français. La réalité, c'est tout simplement les paramètres pour ATP. Parce qu'à partir du moment où on va vouloir fonctionner avec ATP, on va être obligé d'avoir plusieurs fonctions activées. La première, c'est l'augmentation de la fréquence du rapport de télémétrie. Parce que plus la télémétrie va remonter, plus on va avoir d'informations qui vont arriver rapidement du côté d'ATP. Et la deuxième chose, forcément, c'est être capable de partager les fichiers, exemple, ce qui va permettre à ATP de fonctionner, puisque si ATP ne récupère pas les fichiers, il va avoir pas mal de mal à les vérifier. Donc, c'est un paramètre très simple à implémenter, parce que vous voyez, vous avez juste du oui à mettre en place et à le diffuser sur tous les postes. On arrive sur une fonctionnalité qui est un peu plus complexe parce qu'elle contient 6 profils différents. C'est la réduction de la surface d'attaque. C'est une fonctionnalité qui s'appuie complètement sur Defender antivirus. Si vous n'utilisez pas Windows Defender antivirus, 5 de ces 6 profils ne sont pas utilisables. Parce qu'en fait, il faut que Windows Defender antivirus soit comment ça s'appelle ? Dans le centre de sécurité. Oui, non, surtout qui vérifie en permanence. Actif. Ouais, oui, qu'il soit actif. Voilà. Il y a un autre nom, mais je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Qu'il soit actif pour que ça soit fonctionnel. C'est-à-dire, c'est pas parce que je rajoute un autre, si je rajoute un autre antivirus, c'est lui qui va prendre la main, même si Defender est encore présent, et je ne vais plus pouvoir utiliser 5 de ces 6 profils. D'accord. Le seul profil qui marche, c'est l'XMET, qui n'a pas besoin de Windows Defender antivirus. On va avoir des choses qui sont très précises, comme le contrôle de l'appareil, qui va vous permettre de gérer toute la partie DMA, tout ce genre de choses, avec les problématiques de blocage de certains périphériques. Alors attention, hein, c'est des choses qu'on implémente avec parcimonie, car on peut avoir de gros soucis avec des stations d'accueil. Donc c'est à contrôler avec chaque client. C'est vraiment une solution intéressante.
mais dangereuse. On va avoir toute la partie isolement des applications et du navigateur. Donc, encore une fois, là, ça s'appuie uniquement sur Edge et pas Edge Chromium, puisque c'est pas encore déployé sur Edge Chromium, mais sur l'ancien Edge, qui va permettre en fait de virtualiser en fait Edge et d'isoler complètement tout le système. On va avoir toute la protection des exploits, donc et la réduction. Alors je mets un peu les deux dans la même chose, la réduction de la surface d'attaque. On va contrôler, chez les spots de protection, on va contrôler en fait tout ce qui va pouvoir passer à travers Office ou toutes sortes de logiciels de ce type-là, avec les macros et autres. On va pouvoir, alors je parle de la réduction de la surface d'attaque, on va pouvoir par exemple limiter les accès au réseau, limiter les accès à certains répertoires en les bloquant, etc. etc. C'est assez simple à mettre en place. Ah, je pensais qu'il y avait une photo. Mais certaines de ces protections, alors il y a Smart Screen aussi qui va dedans, peuvent engendrer des déconvenues aux utilisateurs parce qu'ils vont devoir débloquer des applications, enfin débloquer des fichiers, etc., utiliser uniquement le répertoire téléchargement, etc. etc. Ensuite, on a une partie qui s'appelle protection du compte. Alors là, on va dans l'activation de Windows Hello pour entreprise, de Credential Guard. C'est vraiment une sécurité super importante à mettre en place. Alors, la seule chose, c'est des sécurités, pour la plupart, comme Credential Guard, qui s'appuient sur la virtualisation, donc sur Hyper-V. Donc, c'est important de le savoir parce qu'en fait, on active Credential Guard, on va forcément activer Hyper-V, on va forcément avoir un reboot de la machine. Si vous avez des machines en production, ça va provoquer un reboot immédiat de la machine, ça va laisser 10 minutes à l'utilisateur dès que cette stratégie est mise en place. Donc, il n'a pas le choix de la repousser ni rien. Donc, ça peut être gênant. Et la deuxième chose, il faut toujours penser à activer ce genre de choses à protection de compte sur les utilisateurs et en aucun cas sur les machines. Car si vous utilisez ce genre de stratégie sur les machines lors de la phase autopilote, vous allez rentrer dans une boucle infinie de reboot et c'est pas fonctionnel. Donc, il faut faire très très attention à ce genre de technologie. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut faire. On peut gérer toute la partie Windows Hello for Business, etc. L'avantage du cloud, c'est que pas besoin de serveur PKI, de gérer les certificats et autres pour Windows Hello for Entreprise. Tout ça, c'est automatiquement géré et c'est directement intégré à Windows 10. Finalement, tu vois, Laurent, on va plus vite que prévu. Oui, en fait, on s'était donné comme défi de vous épargner beaucoup d'écrans de config pour que ce soit rapide et en réalité, on va du coup aller, enfin, pour que ce soit suffisamment court, en fait, ça nous a fait aller un peu plus vite que prévu. Voilà, pour être On précis. pourra avoir des questions alors. Voilà, vous aurez plein de temps. Alors, c'est bien d'avoir mis en place toutes ces stratégies de sécurité, mais derrière, on va surtout, grâce à ça, s'appuyer sur la conformité. Quelque chose de très, très important à l'intérieur d'Intune. On va pouvoir gérer deux stratégies de conformité. Une première, qui est celle par défaut. Dans celle par défaut, on va pouvoir dire un poste qui ne se connecte pas au réseau depuis tant de temps, il est forcément non conforme. On va pouvoir y gérer si le poste est jailbreaké ou routé. Alors on est bien d'accord, là on n'est pas sur du Windows 10, mais la stratégie par défaut, elle contient la totalité des paramètres. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de très générique, cette stratégie par défaut. La deuxième stratégie, c'est une stratégie qui est basée sur Windows 10. Et là, on va vérifier plein de choses. On va vérifier que l'UEFI est activé. On va vérifier que le Secure Boot est activé. On va être capable de verrouiller sur une build en disant, si on n'a pas tel niveau de patch, la machine n'est pas sécurisée. Si on n'a pas BitLocker, la machine n'est pas sécurisée. Si la puce TPM n'est pas activée, c'est pareil. Donc, on va avoir pas mal de paramètres qu'on va pouvoir appliquer sur les postes. Par défaut, la conformité, elle permet quoi? Elle permet, de prévenir l'utilisateur, donc tout simplement une notification par email pour dire à l'utilisateur, votre poste n'est pas conforme, veuillez le rendre conforme. La deuxième chose, c'est
tout simplement grâce au portail d'entreprise qui peut être déployé sur les machines ou téléchargé depuis le store pour les utilisateurs. L'utilisateur va pouvoir voir sa conformité de son poste et il va surtout savoir ce qui bloque, ce qui est bloquant. Est-ce que c'est la TPM, est-ce que c'est l'UEFI, est-ce que c'est Secure Boot, etc., etc. Et bien sûr, dans tout ça, on va pouvoir le voir, bien entendu, au niveau de notre console d'administration. La conformité, par défaut, c'est ça. Après, derrière, on va pouvoir gérer des accès. C'est pas à l'intérieur de nos slides parce que c'est en dehors de la conformité, mais le fait qu'un poste ne soit pas conforme permettra après de dire il n'a pas accès à telle et telle chose dans l'entreprise. J'ai oublié de dire une petite chose dans les stratégies Windows 10. On peut rajouter un paramètre qui nous vient d'ATP, qui va dire si le poste il est sujet à risque ou pas risque. C'est-à-dire que si l'utilisateur a des accès, il est administrateur, et que depuis quelque temps, il a eu 1 ou 2 ou 3 antivirus qui ont été détectés sur son poste, le poste peut devenir non compliant parce qu'il a un niveau de risque haut, modéré, en fonction du choix qu'on a fait, ce qui va nous permettre aussi de réduire les accès de ce poste à des outils dans son entreprise. Voilà. Rapidement une partie de la conformité. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, que ce soit BitLocker, le chiffrement, ATP, pour les mobiles, le niveau de mot de passe, etc., etc. Alors, bien entendu, tout ça, vous pouvez le suivre à l'intérieur du reporting. Vous avez une première partie de reporting qui se met directement au niveau du centre d'administration Microsoft Endpoint Manager. Pour chaque stratégie que vous allez appliquer, vous allez savoir si elle est bien appliquée, savoir quels sont les paramètres qui sont appliqués ou pas appliqués et pourquoi. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, vous allez pouvoir accéder au Security Center qui va vous donner encore plus de choses sur la compliance, sur des secure scores, etc., etc. Et bien entendu, dans Microsoft 365 Security. Voilà, une copie d'écran un petit peu rapide du Microsoft 365 Security. Avec Laurent, on s'est très focusé et exprès sur la partie mise à jour, avec l'optimisation de la bande passante et l'utilisation de Windows Update for Business, et sur la partie sécurité et dans le nouveau centre de sécurité. On peut rajouter d'autres sécurités, que ce soit AppLocker, que ce soit enfin, il y a plein d'autres briques de sécurité qui peuvent être activées. Elles ne sont pas encore prévues dans ce qu'on vous a montré au niveau preview, mais vous pouvez toujours les configurer au niveau des configurations dans Intune, dans la partie Intune. Pour aller plus loin, bien entendu, avec Microsoft 365, vous allez pouvoir faire énormément de choses sur les appareils. Vous allez pouvoir les configurer de manière très précise et les paramétrer. Donc, vous avez des listes énormes de paramétrage, un peu comme dans les GPO. Aujourd'hui, vous avez des ADMX qui sont remontés. Vous pouvez les gérer exactement comme dans votre Active Directory. Et mieux que ça, vous allez être capable d'importer des ADMX par vous-même à l'intérieur d'Intune et de configurer des postes. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on veut gérer du Chrome, quand on veut gérer du Firefox, quand on veut gérer même du Edge Chromium aujourd'hui. David, à midi, vous a parlé aussi d'autopilote, bien sûr, ça devient une finalité. Pourquoi continuer à formater un poste alors que quand il vous est livré, il a déjà Windows 10 et qu'il suffit finalement simplement de le reconfigurer et d'y descendre les logiciels. On ne vous a pas non plus parlé de la gestion des identités avec le MFA. Mais c'est quelque chose qui est très important. Je pense que David vous a parlé dans Autopilote, on était capable à aucun moment de demander à un utilisateur de s'authentifier avec son mot de passe, puisque le MFA va s'enclencher avec aussi, pourquoi pas, des clics FIDO2 ou l'utilisation sur votre téléphone d'authentificateur et autres.
ce qui va plus loin que la conformité, je vous en parlais il y a quelques minutes, vous allez pouvoir gérer toutes les accès conditionnels. Alors, dans la conformité, je vous ai parlé de différentes règles, mais on peut imaginer créer plusieurs règles de conformité, ce qui vous permet, en fonction de quelle règle se retrouve en non-conformité, de gérer des accès conditionnels différents. Bien entendu, vous allez pouvoir, à partir du moment où votre poste est enrôlé dans Microsoft 365, avec Intune et autres, le réinitialiser à distance. En cas de blocage, vous allez pouvoir le bloquer en cas de vol. Vous allez pouvoir gérer dans BitLocker le renouvellement des clés, le renommer à distance. Vous avez la main sur énormément de choses. On ne l'a pas marqué non plus là, mais vous allez pouvoir prendre la main à distance. Il y a beaucoup de choses. Pour continuer, bien sûr, on ne peut pas gérer des postes à distance sans installer d'applications. Donc avec Intune, vous allez pouvoir aussi installer des applications Win32, des applications modernes, des MSI. Vous avez énormément de manières de travailler, lancer des scripts PowerShell, etc., etc. Et quelque chose qui nous est de plus en plus demandé par nos clients, c'est toute la partie protection des documents avec AIP, Azure Information Protection, avec la possibilité de mettre des étiquettes, d'interdire dans les mails le départ d'un numéro de carte bleue, d'un numéro de sécu et je crois qu'on a perdu Jean-Yves. Je suis plus là. Ah non, ça y est, t'es revenu. C'est pas grave. Vas-y, continue, t'es parti un petit peu. Vas-y. Bon, j'ai disparu à quel moment? Non, AIP, c'est bon. Voilà. C'était dit, c'était passé. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'on va classifier les documents avec des étiquettes, en gros, et maîtriser leur circulation. Voilà. On a reperdu Jean-Yves, je crois. Non, Ah bon, vas-y, je t'en prie. Vas-y, termine. Si tu as des choses justement à rajouter, vas-y. Non, voilà, c'est quelque part un petit peu la dernière slide. Il y a plein de choses de mouvantes en réalité dans tout ça. Vous avez vu le passage de Intune à Endpoint Protection Manager, pardon. Et en réalité, l'orchestration, elle va être là. C'est-à-dire que les accès conditionnels vont être conditionnés par l'état de santé du poste. On va pouvoir utiliser Autopilote, mais ça va être forcément lié avec d'autres éléments pour gérer l'arrivée des mises à jour et des applications. C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est devenu, le nom Microsoft 365, en réalité, il a tout son sens là, parce qu'avant, certaines parties étaient dans Intune, certaines étaient dans Office 365. AIP, finalement, c'était presque plus lié à Office 365, c'était plutôt orienté documents. Là, on va retrouver tout en même temps, de plus en plus lié. C'est un sujet très mouvant. On vous a montré dans les écrans, là, plein d'écrans qui étaient... des captures de preview, comme je vous ai dit au début, des écrans qui étaient plutôt dans Intune et d'autres qui étaient plutôt dans je vais y arriver, dans Endpoint Manager. Donc c'est un sujet mouvant. Chaque produit demande de bien le connaître. Gérer un poste de travail, ça demande de bien connaître le poste de travail aussi. Mais là, ça devient de plus en plus lié, donc malgré tout, de plus en plus facilité, même s'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup... Moi, je suis, par rapport à Jean-Yves, je suis plus spécialisé dans les PME. Donc l'idée, c'est qu'il faut que ça aille vite. Finalement, on n'a pas forcément des temps de cycle aussi longs que dans une grosse entreprise où passer 3 jours sur des livrets optimisation, ça va faire gagner des terras et des terras. Donc c'est intéressant. Mais là, on se rend compte que de plus en plus, il y a des paramétrages faciles. Vous avez vu dans Intune, c'est voilà, on coche, enfin on active ou on désactive ou on rend obligatoire ou on cache, on va dire, des éléments, mais ça reste relativement visuel et facile à mettre en œuvre pour peu qu'on connaisse ce qui se passe derrière, comme m'a dit plusieurs fois Jean-Yves. Attention, quand on commence à jouer avec des devices, quand on commence à jouer avec même BitLocker, tout simplement, il faut bien jouer parce que ça peut vite aller jusqu'à la perte du périphérique, tout simplement. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses. En fait, vous voyez, on trouvait notre présentation était très longue si on vous montrait tout en détail. Là, finalement, elle est passée plutôt un peu vite. Donc, je ne sais pas après si vous avez des questions ou si Jean-Yves, tu voulais rajouter quelque chose aussi. On va répondre aux questions. Voilà, s'il y en a, n'hésitez pas en tout cas. Et si des questions vous reviennent après, vous avez nos coordonnées. Il ne faut surtout pas hésiter. Il va y avoir aussi sur le site de la conférence, il y a un communiqué
où les discussions peuvent continuer aussi. Et Jean-Yves et Laurent aussi. On va regarder les questions. Pas de questions. Vous avez dû être très, très clair. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, messieurs? Il vous reste 5 minutes. Là, pas forcément. Hein, donc, si j'avais à conseiller, c'est vraiment d'étudier et de commencer à basculer vos postes dans le cloud avec une gestion Microsoft 365. Oui, aujourd'hui, on peut gérer en mode hybride, mais vous verrez que lors de tests, ça vous posera beaucoup plus de problèmes que de gérer le poste de travail de manière full cloud. Et entre autres avec l'autopilote et autres. Laurent, d'autres choses? D'accord, alors, en conclusion, Laurent, non? On a perdu Laurent. On l'a perdu. Ah oui, ça y est, je suis revenu. Non, mais j'avais rien à rajouter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, puis on va aller jeter un petit coup d'œil dans Teams, effectivement. Et merci, Serge. OK, alors, merci à vous, Serge. Messieurs. Pour les participants de la conférence, une autre session, on va avoir une autre session dans environ 15 minutes. C'est Jean-Sébastien Duchesne qui va nous parler de la meilleure façon de gérer iOS et Android dans les scénarios d'entreprise Bring Your Own Device. Alors, à bientôt et bonne pause. Et encore une fois, merci beaucoup à Laurent et Jean-Yves pour cette super session. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Salut Serge.